Cendrillon, chronique d'un soulier. Conte en ton léger et ironique. L'action se déroule dans un royaume étrangement semblable à la France, à l'époque où les pantoufles de verre étaient une déclaration de mode sérieuse, prouvant une fois de plus que la beauté exige des sacrifices. Prologue, où l'on déclare l'ordre des choses. Dans un royaume où les rois aimaient les pièces frappées, les reines les phrases bien frappées, et les courtisans les révérences tout aussi frappées, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. On ne l'appelait pas ainsi parce que ses parents rêvaient d'or ou d'un avenir économiquement stable, mais parce qu'elle avait trop souvent l'air de sortir du foyer, les joues pleines de suie et le regard ardent. Elle savait parfaitement que le bois n'était pas la chose la plus dure dans cette vie. Depuis son enfance, Cendrillon avait retenu 2 lois immuables. Si tu ne disputes pas ton sort, il se disputera avec l'ennui, et par précaution, te gâchera la soirée. Si tu disputes ton sort, garde toujours un seau d'eau et ton humour à portée de main. Son père était un homme bon, ce qui, hélas, n'est pas la meilleure armure contre les circonstances. Il se remaria avec une dame d'allure noble, de caractère d'acier et de conviction pratique. Le bonheur, selon elle, c'était quand la voisine allait plus mal. Cette dame avait 2 filles, pas méchantes par nature, mais élevées dans la certitude que tout travail abîme la peau et que les efforts d'autrui existent pour préserver la pureté originelle de leur manucure. Le père partit bientôt pour un long voyage commercial. Ses lettres devinrent plus courtes, puis cessèrent tout à fait. La raison ? Peut-être les courants, peut-être la douane. Chapitre 1, où le travail est un plan pour la journée et le rêve un plan pour la vie. La maison héritée par la belle-mère préférait le bruit du balai et l'odeur du potage au son de la musique. Cendrillon se levait quand le coq commençait à formuler ses réclamations au monde, et avant midi, elle avait déjà vécu une petite vie entière, allumer le feu, nourrir les gens et les bêtes, arroser le jardin, consoler la cuisinière et sourire à la blanchisseuse. Ses sœurs, pendant ce temps, travaillaient dans le domaine de l'esthétique, feuilletant des gravures à la mode, débattant des nuances de ruban et de la signification du mot immédiatement dans divers dialectes. Il faut dire que Cendrillon n'était pas sainte. Elle comprenait très bien que son usage rappelait l'exploitation de la main-d'œuvre avec un minimum de prestations sociales. Mais elle possédait 2 luxes invisibles, le goût et un catalogue intérieur de merveilles. Elle se disait « Tout cela me servira un jour, sinon dans la vie, du moins dans mes mémoires. » Ses meilleurs amis étaient les champignons, ce qui n'a rien d'étrange tant qu'on n'a pas tenté d'écouter un être humain. Les champignons, eux, ne t'interrompent jamais. La forêt voisine était basse comme l'espérance jeune, patiente comme un vieux jardinier. C'est là que Cendrillon apprit à aiguiser les couteaux, les pensées et les intonations. Chapitre 2. Plein de nouvelles de cour et de projets du soir. Le roi avait vieilli avec grâce. Il marchait, plaisantait, et se souvenait parfois où il allait. Il avait un fils, l'héritier, beau, musicien amateur et philosophe à ses heures perdues. Le prince voyait le monde comme une pièce de théâtre sur le point de commencer ses répétitions et cherchait encore un rôle meilleur que celui que la tradition lui réservait. Un jour, on proclama dans tout le royaume bal. Le prétexte était simple. Le prince avait atteint cet âge où dire trop tôt devient gênant et trop tard prématuré. Les héros royaux traversaient les places, haletants, que chaque noble famille se présente avec ses filles, fleurs de notre terre, et à bout de souffle, ils ajoutaient, et avec des chaussures convenables. La maison de Cendrillon frissonna,
La belle-mère déploya toute sa puissance culturelle. Les sœurs s'exclamèrent comme des clientes découvrant une promotion inespérée. On découpa des étoffes, on discuta des corsets, on chorégraphia les caprices. Cendrillon, les lacets, Cendrillon, les boutons, Cendrillon, où est ma patience? La patience, heureusement, était chez Cendrillon. Elle la garda pour elle. « Tu y vas » demanda doucement le jardin. « Peu probable, répondit-elle. Mais je sais être là où je ne suis pas. Ça fait gagner du temps et ça énerve les gens. » Chapitre 3. Où l'esthétique rencontre la logistique. Le jour du bal, la maison ressemblait à un théâtre. À l'intérieur, les acteurs, à l'extérieur, le public, les pommiers et le chat du voisin. Les sœurs s'habillèrent dans des tons à la mode, aube sur la mer et rose qui ne va pas à tout le monde. La belle-mère claqua son éventail. La procession partit. « Et toi ?» dit-elle à Cendrillon sans méchanceté particulière. « Simple formalité, tu rangeras. Et souviens-toi, la vie des femmes se divise en avant le bal et après le ménage. » La porte se referma. La maison devint si silencieuse qu'on entendait panser les meubles. Cendrillon alla à la cuisine, se servit une assiette de soupe, s'assit et s'offrit enfin un luxe rare, le silence. Mais le silence, on le sait, n'est jamais gratuit. On y entend les pas du destin. Et le destin, disons-le, a une démarche légère. « Permets » demanda une voix semblable à un violon qui connaît les valses. Sur le seuil se tenait une femme au manteau couleur argent vieilli. Son visage était agréable, tailleur-made. On devinait qu'elle savait ajuster la réalité à la bonne taille. « Qui êtes-vous » demanda Cendrillon en pesant le couteau à pain, par précaution. « Je suis celle que ta défunte marraine appelait, avec un sourire en coin, Plan B. Tu peux dire la fée ou la tante. Pour les rapports officiels, bonne fée. En pratique, efficace. Et non, je ne transforme pas tout ce qui bouge en carrosse juste parce que c'est joli. Je travaille sur brief. » « Un brief » Cendrillon manqua laisser tomber sa cuillère. « J'ai un brief ?»« Tout rêve a un brief, » dit la fée en s'asseyant. « Le tien précise. L'héroïne a besoin d'une soirée où on la remarque non parce qu'elle balaie les miettes, mais parce qu'elle bouge, comme si la danse était sa manière d'exister. « Tu veux aller au bal ?» Cendrillon leva les yeux au plafond, comme si les réponses y étaient écrites. Parfois, elles le sont, dans les taches qui ressemblent à des cartes de pays inconnus. « Oui, dit-elle, je veux, mais je n'ai ni robe, ni cheval, ni invitation, ni temps, ni habitude de demander l'impossible. »« Parfait, » sourit la fée. Les listes d'incohérences font d'habitude les meilleures soirées. Chapitre 4. Où la magie est une technologie avec des délais. Ce qui suivit fut ce que les manuels pour jeunes fées appellent poliment « intervention complexe », dans le cours des événements avec impact écologique minimal. Du potager surgit une ressource citrouille, des souris, une équipe de chevaux, panique sous contrôle, du rat, un cocher, avec une mission de vie. La fée ne créa pas la robe, elle la fit venir du tissu même du monde, celui que nous ne remarquons presque jamais. La robe était de la couleur du tard après-midi, quand la lumière est encore tiède, mais que les ombres commencent déjà à murmurer que le soir a des choses à dire. « Je sais, tu t'attendais à du cristal ?» dit la fée en sortant une boîte de son sac. « Mais le cristal, c'est la romance de ceux qui ignorent les pavés des villes. Pour toi, verre trempé, léger, solide, élégant. Le secret est dans la forme. Le confort vaut mieux que la légende. Tu danseras et tu penseras au sens de la vie, pas aux ampoules. Je vous aime.
dit sincèrement Cendrillon. On peut y aller? Oui, mais les règles sont les règles, soupira la fée. Mon pouvoir dépend non seulement du désir, mais aussi de la discipline. À minuit, le sort sera rompu. Ne sois pas en retard, et rappelle-toi, tu n'es obligé envers personne, ni le prince, ni le roi, ni le cortège de regards. Une seule obligation, envers toi-même, être celle que tu rêves d'être, au moins ce soir. C'est juste, acquiesça Cendrillon. Si quelque chose tourne mal, j'improviserai. C'est la compétence principale de toutes les héroïnes, dit la fée. Elle claqua des doigts, le monde cligna de l'œil, la citrouille toussa, les chevaux cessèrent d'être des souris sous leurs propres yeux, et la robe tomba sur elle, plus juste que le soin. Chapitre 5. Où le bal est un spectacle et le public, c'est nous tous. Le palais était blanc comme les bonnes intentions et froid comme un caractère de marbre. Les torches brûlaient, les musiciens s'efforçaient, les valets enlevaient les plateaux plus vite que les invités ne réalisaient qu'ils n'avaient besoin de rien. Cendrillon entra, ni comme une tempête, ni comme la foudre, ni comme une déesse descendue du ciel. Elle entra comme quelqu'un qui arrive enfin à un endroit qui l'intéresse. Le prince ne la remarqua pas tout de suite. Il parlait à une comtesse aux intentions sérieuses et aux gants légers. Puis il la vit et n'en crut pas ses yeux, car la logique de cour admet rarement les solutions simples. Il fit un pas, puis un autre, et soudain ils furent proches. Le silence tomba. Dans un palais, ce genre de silence coûte cher. « Me permettez-vous » demanda-t-il, offrant la danse. Il y avait dans ses yeux ce mélange de musique et d'hésitation qui rend les hommes humains. « Je permets » répondit Cendrillon, avec le sourire de celles qui ont toute leur vie dansé entre un ballet et un devoir. Ils dansèrent, légèrement, comme si le sol les repoussait avec tendresse. Le prince parlait sans phrase royale. Il posait des questions. Elle répondait, pas tout, mais juste assez. Ils parlèrent de musique, de livres qu'on lit en cachette et de ce foyer que chacun porte, cet endroit où l'on te chauffe et te tâche à la fois. « D'où venez-vous » demanda-t-il quand la musique devint plus douce. « D'une maison dont les fenêtres donnent sur un jardin » répondit Cendrillon. « Et d'une vie où l'on m'appelle quand il faut accomplir l'impossible. »« C'est près du palais ?»« Plus près que vous ne croyez, dit-elle, mais pas sur la carte. » Pendant ce temps, la salle suivait sa propre géographie. La belle-mère et les sœurs étaient là, jouant comme sur la scène des ambitions locales. Les sœurs regardaient l'inconnu comme on regarde la chance entrée sans frapper, mais pas chez soi. La belle-mère restait calme. Elle savait compter. Belle inconnue? Oui. Prince charmé? Peut-être. Mais demain matin? Personne n'a annulé demain matin. Telle était sa sagesse pratique. Cendrillon prit un verre d'eau. Oui, d'eau. Danser sobre, c'est un radicalisme rare. Et entendit soudain le son lointain d'une horloge, la première trace prudente du temps dans l'air. Elle comprit, il ne restait plus beaucoup. Alors elle décida de goûter un luxe rare, poser une question directe. « Dis-moi, demanda-t-elle au prince, si demain tu découvres que je ne suis pas celle qu'on croit, seras-tu déçu ?» La déception, répondit-il vite, c'est quand le monde ne correspond plus à l'histoire qu'on se racontait. Je préfère réécrire l'histoire. D'accord, dit-elle. Alors laisse-moi partir de manière à ce que tu aies envie de me chercher. Ce n'est pas difficile, sourit-il. J'en ai déjà envie. Le deuxième coup sonna, puis le troisième. Le temps cessa d'être poli. Cendrillon comprit. Il était l'heure. Elle s'inclina, comme s'inclinent ceux qui ont encore quelque chose à préserver. Pas trop bas, mais sincèrement. Et presque sans poids, elle s'élança vers la sortie. Chapitre 6. Où la chaussure devient une preuve.
L'histoire du soulier est mieux documentée que bien des débats parlementaires. En descendant l'escalier, Cendrillon sentit que sa chaussure droite glissait un peu. Elle s'arrêta pour la remettre, puis décida de la laisser. C'était à la fois prudence, les marches suivantes étaient de pierre, et stratégie. Qu'ils essaient de me retrouver grâce à cet objet qui ne va qu'à une seule, non pas par taille, mais par démarche, caractère et ton de voix. Elle fila dans la cour, et le monde se mit à compter les secondes du grand remue-ménage. Les chevaux se rappelèrent leur passé de souris et prirent peur de leur présent. Le cocher retrouva son enfance de rat, la citrouille soupira de soulagement et redevint elle-même. Cendrillon arriva jusqu'à son jardin, comme quelqu'un qui sait gagner les courtes distances quand la vie demande un marathon. La porte se referma doucement. La robe redevint tissu en attente de broderie, souvenir plutôt qu'objet. La fée apparut comme les meilleurs professeurs, juste avant que la leçon ne refroidisse. « Bravo, dit-elle. Tu as dansé comme une femme qui n'a pas peur d'être elle-même entre des murs étrangers. »« J'ai oublié le soulier, » souffla Cendrillon. « Ce n'est pas une perte, c'est une méthode, » dit la fée. Désormais le prince a une cause, un effet et un prétexte pour marcher. Les hommes ont besoin de marcher parfois. Seulement, je ne suis pas sûre de vouloir qu'on me retrouve tout de suite. Je veux qu'on m'entende, pas seulement qu'on me trouve. Rien n'empêche les deux, répondit la fée. Tu as une voix, il a des oreilles. Le reste, c'est de la technique. Chapitre 7. Où le prince part parmi le peuple, et le peuple garde sa dignité. Au matin, le palais s'était transformé en quartier général d'expédition. Le roi déclara « Cette fois, c'est sérieux ». La reine corrigea « Et qu'on le fasse avec bonté ». Le prince précisa « Et avec honnêteté ». Les cordonniers royaux se disputaient sur la largeur du coup de pied. Les héros répétèrent la formule « la pantoufle qui conviendra ». Et l'aventure commença. Disons-le franchement, le prince n'était pas sot. Il comprenait qu'évaluer l'amour à la taille d'un soulier relevait d'un raisonnement discutable, mais les légendes aiment les instruments simples. Il ajouta donc sa propre clause, ne pas regarder seulement le pied, mais les yeux. La chaussure n'était qu'un prétexte à conversation. Jour après jour, la voiture traversa villages et bourgs. Dans une maison, une tante éloignée essaya la pantoufle et affirma qu'elle avait allongé ses orteils pour atteindre le pouvoir. Et cela se voyait autant que cela s'entendait. Dans une autre, une jeune fille rit en se regardant dans la glace. Les chaussures des autres ne me vont pas. Le prince admira son sens de la mesure, tout en sachant que ce n'était pas elle qu'il cherchait. Parfois, il laissait la pantoufle sur la table et écoutait les femmes raconter. Les longues ombres des attentes étrangères, les portes trop étroites et la façon de les franchir de biais, mais la tête haute. Lorsque la procession arriva devant la maison de la belle-mère, des sœurs et de Cendrillon, le ciel avait la couleur d'une promesse retenue. La belle-mère accueillit la visite avec une politesse de résidence officielle, comme quelqu'un qui a toujours du thé et des commérages prêts, au cas où. « Nous sommes honorés de vous recevoir, dit-elle, comme si c'était elle qui avait tout organisé. J'ai 2 filles dignes de ce nom. Elles sont les fleurs de notre contrée. » Les filles s'avancèrent, des fleurs en effet. La première, rose de la dernière mode, avec ses épines. La seconde, pivoine, tentant de prouver sa modestie par sa robe plutôt que par sa conduite. Aucune ne fut à la pointure. La première entra son pied de force, ressemblant à un caprice en boîte. La seconde soupira si fort qu'elle sembla gronder sa propre taille. Le prince ne rit pas. Il voyait, non une scène comique, mais 2 jeunes femmes à qui l'on n'avait jamais appris la différence entre ce qui te va et ce qui convient au statut. « Personne d'autre »
demanda-t-il poliment. Personne. De digne, répondit la belle-mère, comme si digne voulait dire coiffé à temps. Personne est un mot audacieux, dit le prince. Les mots exigent de la responsabilité. Et alors Cendrillon sortit de la cuisine, non pas soudain majestueuse, mais simplement elle-même. Robe propre, cheveux attachés, les mains encore un peu farinées, ses tartes étaient meilleures que ses excuses. Elle s'inclina. Le prince la regarda et comprit, non pas avec son esprit, mais avec cette oreille intérieure, où tombent les vraies mélodies. « Je peux ?» demanda-t-elle à la belle-mère et au monde entier. « Vous pouvez, » dit le prince. La belle-mère se tut, par prudence professionnelle. La pantoufle glissa sur son pied comme un souvenir, doucement, parfaitement. Mais cela n'était qu'une confirmation. L'essentiel se produisit dans la pause. Leurs regards se rencontrèrent, et dans les deux brillait la reconnaissance. Non pas la voilà et le voilà, mais la musique d'hier encore. « Votre Altesse, » dit la belle-mère, souriante comme quelqu'un qui vient de se découvrir une opinion, « le destin semble favoriser ma maison. » Le destin favorise ceux qui savent tenir la pause, répondit le prince, et la pause n'était pas la vôtre. Les sœurs regardaient tour à tour Cendrillon et le prince, et ressentirent une étrange honte, non pas pour elles-mêmes, mais pour ces années passées dans une chambre où les miroirs ne reflétaient qu'un seul type de beauté. Chapitre 8. Bref comme un souffle. Les mariages, dans ce genre d'histoire, servent d'habitude de rideau, derrière lequel on cache la formule « Ils vécurent heureux ». Mais le prince pensait autrement. « J'aimerais du temps, » dit-il à Cendrillon, tandis qu'il se promenait dans le jardin, non parce que je doute, mais parce que j'ai trop vu la fête dévorer la joie. Je veux connaître ta vraie maison, pas seulement sa porte d'honneur. « Ma maison, » dit-elle, « c'est une table de cuisine et un jardin. La table apprend à partager, le jardin à attendre. Ni l'un ni l'autre ne donne de couronne, mais tous deux entretiennent la respiration. »« C'est la respiration qui m'importe, » dit-il. « Les couronnes étouffent parfois le cœur, et respirer, c'est la musique qui se joue toute seule. » Ils convinrent de ne pas transformer le mariage en projet budgétaire et commencèrent à pratiquer un art ancien et exigeant, l'amitié. Chapitre 9. Où la belle-mère et les sœurs reçoivent une leçon inattendue. La belle-mère n'avait pas le temps de s'ennuyer. Elle n'aimait pas avoir tort et préférait être occupée. Mais le rythme de la maison changea. Cendrillon n'était plus invisible. Elle ne se levait plus avant tout le monde, ni ne se couchait la dernière. Les sœurs se plaignirent mollement, puis cessèrent. L'air lui-même devint plus respirable. On découvrit qu'on pouvait lever sa propre tasse et ses propres pensées. Un soir, Cendrillon dit doucement à la belle-mère « Vous êtes une femme forte, mais vous avez toujours choisi les chemins courts. Ils semblent rentables parce qu'on en voit la fin. Mais les chemins courts dessèchent le cœur, comme le vent sèche le linge. Je ne suis pas fâchée. Simplement, ce ne sera plus ainsi. » La belle-mère voulut répondre sèchement, mais n'y parvint pas. Ce n'était pas une dispute, c'était un changement de nom de rue. Ce soir-là, elle resta longtemps à la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, se demanda si la force ne consistait pas aussi à vivre aux côtés de la liberté d'autrui. Les sœurs, étonnamment, découvrirent que le monde était bien plus intéressant qu'elles ne l'avaient cru. L'une apprit la broderie, non celle où chaque rose prouve la patience, mais celle où les points deviennent des phrases. L'autre se mit à lire, non pour citer, mais pour comprendre. Peu à peu,
toutes deux retrouvèrent un visage au lieu d'un masque, et c'était beau. Chapitre 10. Un peu philosophique. Pardonnez-moi, mais il le faut. Parfois le prince venait sans sa suite. Il s'asseyait avec Cendrillon dans le jardin, et leur conversation sur des choses simples finissait toujours par aborder des choses compliquées. « Qu'est-ce que le bonheur ?» demanda-t-il un jour, et ne répond pas. « Le bal. J'ai vérifié. Les bals se terminent à minuit. » « Le bonheur, dit Cendrillon, c'est se lever le matin et avoir une tâche à sa mesure, et encore du temps pour admirer une branche. C'est modeste. C'est révolutionnaire, répondit-elle. La plupart des gens vivent d'une tâche imposée à une attente étrangère. Le bonheur, c'est planifier au moins une joie à soi. Et l'amour? L'amour, c'est un accord pour s'étonner ensemble. Si l'on s'amuse plus à deux que seul, c'est déjà beaucoup. Et si c'est plus difficile? Alors vérifie le premier point. Ne faites-vous pas semblant d'être des gens que vous n'êtes pas? Le prince sourit. Tu pourrais vivre au palais. Il manque de gens qui voient loin. Je ne devrais pas y aller sans avertissement, dit-elle. Je suis allergique aux cérémonies vides. D'accord, répondit-il. Alors convenons que les cérémonies auront du sens. Et, si elles n'en ont pas, on les écourtera. Ils rirent. Tous deux savaient que le rire n'est pas le contraire du sérieux, mais son meilleur filtre. Chapitre 11. Où la fée a, elle aussi, sa propre vie. Pendant ce temps, la fée vivait comme ces personnes dont le nom n'est pas gravé sur les façades, mais sans qui les façades s'écrouleraient de travers. De temps en temps, elle rendait visite à Cendrillon, apportant des nouvelles et des conseils tranquilles. « Souviens-toi, disait-elle, les miracles, c'est aussi du travail. À trop les utiliser, ils se brisent dans les mains. Sers-toi de la magie comme des épices, non à la place du plat, mais pour en relever la saveur. » « J'essaie, » répondit Cendrillon. « Mais parfois, j'ai envie de claquer des doigts et de ranger les pensées des autres sur les bonnes étagères. »« Impossible, » dit doucement la fée en secouant la tête. « Chacun a son propre ordre. On ne peut qu'apporter un peu de lumière. » La fée racontait les nouvelles. Dans un duché voisin, une fille avait appris à lire les étoiles et réécrivait désormais les cartes de navigation. Ailleurs, une couturière audacieuse avait inventé une coupe permettant aux femmes de bouger librement tout en restant élégantes. Le monde changeait discrètement pendant que les rois débattaient des monnaies. Chapitre 12. Où tout est presque décidé, sans conclusion commode. Bien sûr, le mariage eut lieu finalement, aussi petit que possible, pour un héritier du trône. Il y eut des fleurs, le jardin s'en chargea, de la musique, pas trop forte, et de la nourriture, simple et bonne. Cendrillon souffla au cuisinier royal que les excès ne décorent pas un festin, mais qu'un bouillon de persil, c'est de la poésie pure. Les invités mangèrent, dansèrent, et s'émerveillèrent de tant de joie dans une soirée si simple. La reine, femme sage, s'approcha de Cendrillon. « Vous ressemblez à quelqu'un qui sait créer le silence. C'est un don rare. Le palais respirera mieux avec vous. »« Le silence n'est pas le vide, » répondit Cendrillon. « C'est l'endroit où les gens s'entendent enfin, eux-mêmes. Et souvent, après cela, ils cessent de crier. » Le roi posa la main sur l'épaule de son fils. « Regarde, mon garçon, voilà un de ces jours où notre chance vaut la tienne. » Le prince hocha la tête. Il était, en effet, un homme chanceux. Chapitre 13. Sur un royaume où les fenêtres s'ouvrent enfin. Peu après le mariage commencèrent de petites réformes, celles qui transforment la vie plus sûrement que les grands décrets. Au palais, on abolit les réunions inutiles. Les serviteurs purent enfin dire non
aux demandes contraires au bon sens. Dans les cuisines, on se mit à écouter les blanchisseuses et les pâtissiers. Les unes ont le sens de la propreté, les autres celui de la mesure. Sur l'initiative de Cendrillon, la capitale vit naître la Fenêtre, un lieu où toute femme pouvait venir raconter son histoire sans craindre d'entendre « c'est de ta faute ». On découvrit que, lorsqu'on offre de l'espace et du temps, les gens trouvent souvent eux-mêmes les solutions. Parfois, il suffisait d'ajuster la forme de la chaussure, non le pied. Le prince, de son côté, s'occupa des musiciens. Il institua des soirées de répétition ouvertes. Idée étrange au début, mais quand le public vit comment le travail devient musique, il commença à respecter à la fois l'un et l'autre. Les comtes et ducs maugréèrent d'abord. Ils avaient l'habitude de ne respecter que les résultats. Peu à peu, leurs visages s'animèrent, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre. Chapitre 14, où tout compte à sa lumière et son ombre. Naturellement, tout le monde n'était pas content. Certains murmuraient qu'une fille de la cheminée n'avait pas à enseigner au palais l'art de respirer. Les rumeurs circulaient, les sourcils se levaient. Mais Cendrillon avait une solide habitude, parler clairement. Elle ne disputait pas avec chacun, ni ne livrait de duels verbaux pour des applaudissements. Elle prenait des décisions, les expliquait, et, lorsqu'elle se trompait, elle le reconnaissait aussi franchement. Rien ne désarme mieux qu'une erreur assumée. Un jour d'automne, alors que l'air sentait la pomme et la pluie, la belle-mère vint la voir, ni hautaine, ni suppliante, simplement, elle vint. « Je ne demande pas pardon, dit-elle en s'asseyant avec précaution, car je ne suis pas sûre de le mériter, mais je veux comprendre, comment as-tu fait pour ne plus avoir peur ?» « J'ai toujours peur, répondit Cendrillon avec un sourire, mais j'ai appris à l'admettre à voix haute. Alors la peur perd son poste de directrice et reste simple conseillère. La belle-mère se tut longtemps, puis dit « J'aimerais apprendre ça. Si c'est trop tard, dis-le franchement. »« Ce n'est pas trop tard, dit Cendrillon. C'est à cela que servent les fenêtres. Assieds-toi près de la mienne. Commençons par la base. Qu'est-ce que tu sais faire pour de vrai ? » « Je sais compter. »« Parfait. Tu nous aideras à gérer le budget de la fenêtre. L'argent supporte la justice, quand il est bien additionné. Et la belle-mère, oui, la même, raide et tranchante, sourit pour la première fois comme si elle avait enfin défait une boucle trop serrée dans sa tête. Chapitre 15, qui est en réalité une interlude sur les souliers. La légende parle de cristal, la nôtre de verre trempé. Depuis ce jour, le palais abritait un atelier de cordonnerie. On y apprit que la forme parfaite d'une chaussure n'est pas un compliment à une cheville fine, mais un signe de respect pour le chemin qu'un être humain va parcourir. L'atelier devint lieu de pèlerinage. Les femmes y apportaient leurs histoires, avec leurs semelles. L'une riait, en avouant qu'elle avait toujours porté une taille trop petite pour paraître délicate. Et, pour la première fois, elle respirait avec ses pieds autant qu'avec sa poitrine. Une autre vieille dame amena sa petite fille. « Faites-lui des chaussures dans lesquelles elle ira jusqu'à son rêve, pas jusqu'aux applaudissements des autres. » Les cordonniers vieillissaient avec grâce. Ils avaient de quoi se souvenir. Chapitre 16, où le prince appelle les choses par leur nom. Ces années-là, le prince, encore prince, car le roi ne se pressait pas de céder la place, heureusement, sortit un jour sans cortège et adressa au peuple un discours bref et limpide. « Trop longtemps, dit-il, nous avons confondu force et volume. Apprenons à la mesurer en précision. Faisons moins, mais faisons mieux. Et si quelqu'un dit que la bonté est une faiblesse, demandez-lui de marcher pieds nus sur la pierre. La douleur explique vite pourquoi la semelle douce est nécessaire. » Les gens sourirent.
Le roi aussi. Il voyait que son fils était devenu un homme qui n'avait pas peur d'être ridicule pour donner du sens, et cela valait cher. Chapitre 17. Légèrement nocturne. Une nuit, Cendrillon sortit dans le jardin, le même, avec ses pommiers, son banc et sa patience de vieux sage. La lune avait l'air d'avoir pris des cours de danse. Cendrillon s'assit et pensa avec gratitude à la fée, qui, bien sûr, savait que l'art d'aider réside dans le moment où l'on paraît. « Tu pensais à moi ?» demanda une voix familière, douce comme une page qu'on aime relire. « Toujours, quand j'entends à quel point le monde change doucement, » répondit Cendrillon. La fée sourit. Elle tenait dans les mains des gants, pas pour un bal, pour le jardin. « Besoin d'aide ?»« Toujours, » répondit Cendrillon avec légèreté. « Mais pas de magie, des mains. Aujourd'hui, on désherbe. » Elles travaillèrent côte à côte. Les mauvaises herbes royales ne diffèrent guère des autres. Et elles parlèrent comme parlent ceux qui se font confiance. Des pertes qui instruisent, des trouvailles qui ne crient pas. « Tu sais, dit la fée, je me demande parfois, ne donnons-nous pas trop au compte? Les gens attendent et ne font rien. Toi, tu agis. » « Parce que je connais le prix de la magie, » répondit Cendrillon. « La magie n'est pas à la place d'eux. Elle est là pour montrer comment. » Chapitre 18. Où survient une petite tempête et un grand calme. Bien sûr, il y eut une tempête, sinon l'histoire serait restée une carte postale. Le roi tomba malade. Le palais bourdonna comme une ruche dans laquelle on aurait lancé un châle de questions. On fit venir les meilleurs médecins de la capitale, des universités et de ces villages où l'on soigne, en parlant doucement à la maladie elle-même. Le roi guérit lentement, mais il guérit, non grâce au miracle, mais parce qu'autour de lui, il y avait des gens qui savaient être là. Parfois, le meilleur remède, c'est la présence sans exigence. Cendrillon resta droite, comme on tient une coupe fragile. Elle organisa les soins, répartit les tâches, changea les rideaux du roi pour des plus clairs et apporta un discret parfum de thym. Le prince la regardait et comprenait que aimer ne se résume pas à des soupirs et des feux d'artifice. C'est aussi dire « faisons un planning ». Quand le roi se rétablit, il dit « J'ai longuement réfléchi à qui est la vraie reine de ce palais. Je crois avoir trouvé. » Cendrillon s'inclina. « Majesté, le plus important, c'est qu'ici, le roi respire désormais au rythme du peuple. Et ça, dit le roi, c'est ta musique. » Chapitre 19. Avec une postface douce sur les sœurs. Les sœurs trouvèrent à leur place dans le monde, contre toute attente. Celle qui avait appris la broderie texte ouvrit un atelier appelé « Histoire sur tissu ». Les femmes y venaient avec leurs récits, et chacune repartait avec un motif qu'il était aussi beau de porter que de transmettre. L'autre, la lectrice, commença à rassembler une bibliothèque pour les enfants qui avaient comme des cuillères d'eau chez eux, mais pas d'histoire. Elle venait parfois au palais pour le thé. Elle restait un peu capricieuse. C'était leur droit humain, mais leur caprice n'était autant plus leur métier. Quant à la belle-mère, elle travaillait à la fenêtre, avec précision, sans mots superflus. Elle comptait les chiffres, mais sauvait des gens. On disait qu'elle souriait rarement. Ce n'était pas vrai. Elle souriait quand personne ne la regardait. Et cela suffisait. Chapitre 20, où il n'y a aucun fin. On s'attend toujours à ce qu'un conte se termine par « ils vécurent heureux », comme si le bonheur était une devise stable. En vérité, le bonheur est plutôt un abonnement. Il faut le renouveler avec de l'attention, de l'humour et 2 pincées de bon sens. Parfois, Cendrillon reprenait la pantoufle. Non pour la porter, mais pour se souvenir. Elle se tenait à la fenêtre, la même, et pensait à la jeune fille à qui, un jour,
on avait permis d'être elle-même à la fête des autres, et à la femme qui, plus tard, avait appris à créer ses propres fêtes. Le prince jouait toujours de la musique. Les affaires d'État passaient parfois à côté. Il posait son luth, réglait l'urgent et retrouvait sa mélodie exactement là où il l'avait laissée. C'est ainsi quand on ne sacrifie pas l'essentiel à l'immédiat. La fée se montrait de moins en moins, ce qui est un bon signe. Cela signifiait que la magie habitait la maison, non comme un effet spécial, mais comme une habitude d'attention. Un jour, elle envoya un petit mot. « Si cela te va, appelle-moi. » Le papier sentait la menthe et le temps. Un peu de crédit d'optimisme pour l'avenir. Qu'en essaient des filles dans le royaume? On ne leur parlait plus seulement du cristal. On leur disait « il y a les chaussures et il y a la route. Choisis selon ton pied, mais marche selon ton cœur. » Et aux garçons, on expliquait que chercher une fille à la pantoufle était une métaphore. On ne cherche pas une chaussure, mais une personne. Et d'abord, il faut se trouver soi-même. Les bals avaient encore lieu, bien sûr. Les gens aiment la musique. Mais on y venait désormais en chaussures confortables et avec des pensées confortables. Si l'on demandait comment appeler tout cela d'un mot, je répondrais « maturité ». La maturité, ce n'est pas quand on est reconnu, c'est quand on s'autorise à être soi-même. L'histoire de Cendrillon parle exactement de cela, d'une fille qui un jour sortit du foyer avec non seulement une tarte, mais un plan. D'un soulier qui allait bien, non parce que le pied était petit, mais parce que la vie était à la bonne taille. D'un royaume où les fenêtres sont ouvertes et où les gens n'ont plus peur de respirer. Et s'il te semble qu'il y a trop de bon sens pour un conte, ne t'inquiète pas. Le bon sens aussi est une forme de magie, simplement la version adulte. Épilogue, non obligatoire mais agréable. Tard le soir, quand la pluie écrit ses lettres sur les vitres, Cendrillon s'assoit parfois près du feu. Les flammes crépitent comme un vieil ami. Elle sort la pantoufle de sa boîte, légère, transparente, un peu froide. Elle ne la met pas, elle la tient. Elle lui rappelle « Un jour, tu as choisi de partir à temps pour pouvoir revenir longtemps. Et le choix, c'est la plus honnête des magies. Le feu écoute, le jardin hoche la tête, la maison sourit de ses volets. Quelque part, une petite fille apprend à marcher dans ses premières bottines. Quelque part, un garçon comprend enfin qu'être prince, c'est savoir écouter et assumer. Quelque part, la fée prend son aiguille et son fil, au cas où. Les histoires continuent, chacune à sa forme, sa taille, son chemin. Et si, à minuit, tu entends une clochette lointaine, ne t'effraie pas, ce n'est pas la fin de la magie, c'est juste la relève. Le conte a fini sa garde, et la vie commence la sienne. Et foi de fée, elle n'est pas moins belle. Nous mettons ici un point, non comme une fin, mais comme une respiration avant le prochain pas.